Ah mais faut bien que je mange avant de pour faire une bonne vidéo, faut bien manger avant. Pas mal ça. J'ai bientôt fini, hein, je vous promets. Ouais, je sors des cours, je suis censé réviser, là j'ai un bac blanc dans 2 jours, et je fais ça. Bonjour à tous. Et bah, après avoir bien mangé, je suis prêt pour commencer la vidéo. Je suis un peu content parce que j'ai pas encore fait de vidéo, voilà, face cam. Bah, maintenant c'est fait. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo parce que moi, je vais kiffer la faire. J'aime trop les histoires que j'ai trouvées et oui, comme vous avez vu le titre, on va voir ce qui se cache derrière ces 3 histoires. Je vais chercher dans mes notes, hein. J'ai un goût de sang dans la bouche, très désagréable. Il existe des œuvres cachées, perdues, oubliées ou volontairement effacées. Des jeux dont on parle à voix basse. Des disques qu'on n'a pas le droit de brancher. Des images dont les créateurs auraient préféré qu'on ne se souvienne pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires. 3 histoires qui paraissent impossibles. Parmi elles, 2 sont vraies. Une est totalement inventée, mais vous ne saurez pas laquelle. En tout cas, pas avant la prochaine vidéo, évidemment, sinon... Il est où? Il est où le fil conducteur? Bref. Donc gardez vos yeux ouverts, voilà, vos grands yeux ébahis comme ça. Et surtout, évitez de jouer à l'un de ces jeux si vous le trouvez par hasard. Je vous remets en contexte. Donc avant de comprendre cette histoire, il faut replacer les choses. Le Sega CD, sorti en 1991 au Japon, c'est un accessoire qui se fixe à la console Mega Drive. Donc voilà ce que c'est. Il permettait de lire des CD-ROM, donc plus de mémoire, plus de vidéos, plus de sons. À l'époque, vous vous en doutez, c'était futuriste. Le truc, ça arrive années 91. On se rappelle, on passait des jeux en pixels à des FMV, Full Motion Video, des séquences filmées comme de vrais films. Sauf que qui dit support innovant dit aussi projet bizarre, prototype abandonné, fichier oublié sur des disques jamais distribués. Et c'est là que commence notre affaire. Dans la communauté collectionneur Sega, on parle depuis des années d'un disque gris, un CD sans logo, sans jaquette, avec juste une étiquette écrite au feutre, Test Unit 04. Ce disque aurait été retrouvé dans un ancien centre de réparation Sega à Los Angeles quand ils ont tous fermé en 2004. Selon les rumeurs, il ne figure dans aucun inventaire officiel, aucun employé n'a jamais reconnu l'avoir vu, mais plusieurs collectionneurs affirment que le jeu n'a pas pu être copié, dumpé ou partagé. Une protection étrange, jamais utilisée ailleurs. Du coup, le CD contiendrait un jeu qui n'aurait jamais dû sortir. Voilà. Maintenant, on va parler du jeu en lui-même, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, montre-nous ce qui se passe. Quand on l'insère, il y a quoi en fait sur ce disque? Lorsque tu insères le disque dans une Mega Drive plus Sega CD, il ne se passe rien pendant 10 secondes. Écran noir, pas de logo Sega, pas de musique d'intro, puis un menu apparaît. Move the Mouse. Juste comme ça. Blanc sur noir. Sauf que la Mega Drive à cette époque, elle n'avait pas de souris officielle. Et pourtant, si tu branches une manette, le curseur bouge très lentement, comme si quelque chose résistait. Le jeu, il ressemble à un mélange entre point and click, un logiciel éducatif des années 80 et un film interactif glauque tourné dans une vraie maison vide. Pas de musique, juste un souffle en fond. Ah, pardon. Chaque pièce que tu explores semble changer subtilement quand tu reviens en arrière. Des meubles déplacés, des ombres plus longues, des portes qui grincent alors qu'elles étaient silencieuses de base, mais le détail le plus perturbant, évidemment, c'est la souris. Dans une séquence précise, en entrant dans une cuisine, une souris passe en arrière-plan, normal, très rapide. Sauf qu'en ralentissant les images, ce que plusieurs collectionneurs auraient essayé de faire, la souris semble observer la caméra. Je la vois un peu comme ça, la souris. C'est glauque. Pause, recul, un pas sur le côté, regard direct. C'est une animation impossible pour un simple FMV des années 90. Alors, du coup, la question se pose. Elle fout quoi la souris? Qu'est-ce qu'elle fout là? Le jeu possède 2 issues, qui sont toutes les 2 difficiles à atteindre. La première fin, la lumière. Si vous ramenez la souris jusque dans le salon, en trouvant des objets qu'elle semble attirer ou repousser, elle s'arrête, se tourne vers vous, et l'écran devient blanc pendant 15 secondes avant que le jeu se coupe. La console redémarre, aucun fichier ne reste dans la RAM, comme si rien n'avait été lancé, rien ne s'est enregistré. Fin numéro 2, l'ombre. Si vous ignorez la souris, l'image se dégrade peu à peu, pixels morts, couleurs absentes, jusqu'à ce que la maison soit plongée dans le noir complet. Et là, encore une fois, on entend une respiration très proche du micro. Puis You should have followed here. Et le jeu freeze, console morte jusqu'au redémarrage. Alors pourquoi ce jeu fascine autant? Parce que personne sait qui l'a développé, déjà.
Ensuite, pourquoi il a été annulé? Et puis, ce que symbolise la souris, ni comment un simple accessoire a pu contenir des séquences ultra réalistes pour l'époque. Les spécialistes pensent à un jeu test interne pour expérimenter les FMV. D'autres évoquent un projet d'horreur abandonné, ou encore d'autres, des messages cachés. Alors, je sais pas vous, je sais pas moi non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'un seul disque a été retrouvé, aucun dump en ligne, rien d'officiel. Un jeu existe sans exister. Il est dans l'Upside Down, le jeu. D'ailleurs, vous allez voir que ça n'a pas totalement aucun rapport, parce qu'on passe tout de suite à l'histoire numéro 2, le jeu gouvernemental qui rend fou. Je vous remets dans le contexte. Depuis les années 80, les salles d'arcade explosent. Les rues sont pleines de bornes nomades, astéroïdes, Pac-Man, Tempest, et puis soudain, dans 2 arcades de Portland, apparaît une machine sans logo, juste un nom gravé en lettres vertes. Polybius. Taras. Personne ne sait qui l'a installé. Le propriétaire de l'arcade dit que des mecs costumés l'ont déposé dans la nuit, avec un contrat obscur et un paiement en liquide. Aucun papier, aucune marque, aucune notice. Et ben, ce que personne savait, c'est que cette borne allait devenir l'un des plus grands mystères du jeu vidéo. Apparemment, le gameplay est impossible à décrire. Des rares témoignages décrivent un jeu hypnotique, un mélange de shooter vectoriel, puzzle géométrique et des signaux lumineux ultra rapides. Pour comprendre, les shooters vectoriels utilisent des lignes lumineuses à la place des textures, comme sur Tempest ou Battlezone. C'est fluide, précis et surtout beaucoup trop net pour l'époque. Mais Polybius avait quelque chose d'autre. Les joueurs rapportent des couleurs impossibles, des formes mouvantes qui semblent respirer, des sons subsoniques, donc c'est-à-dire des vibrations trop basses pour être perçues comme des notes. Le jeu donnait une impression vraiment très bizarre en fait, comme si votre cerveau se souvenait d'images mais qui n'avaient jamais existé. C'est une paralysie du sommeil. Très vite, les gens ont remarqué que les joueurs de Polybius ressortaient pâles, confus, incapables de décrire ce qu'ils venaient de voir. Certains affirmèrent ressentir des migraines terribles, des insomnies, des flashs lumineux en fermant les yeux, des cauchemars d'une précision anormale. Un joueur raconte: « J'avais l'impression de voir des formes derrière les gens, comme si le jeu avait laissé des traces sur les murs. » Un autre dit: « J'ai entendu une voix me dire « Continue, continue. » Mais il n'y avait pas de voix dans la salle, vu que j'étais tout seul. » Bon, ça c'est peut-être moi qui l'ai rajouté, mais vous avez l'idée quoi. Et puis il y a eu des crises d'angoisse, des pertes de mémoire. Un garçon de 14 ans s'est même évanoui devant la borne. Là, on peut dire que ça dépasse les bornes. Le jeu était retiré de la salle 48 heures plus tard, par les mêmes hommes en costume. Ah, fallait peut-être les interroger à ce moment-là, après, je sais pas, hein, c'est peut-être que cette histoire est fausse, ou bien vraie, c'est pas à moi de décider. Depuis les années 2000, avec les premières déclassifications liées aux expérimentations sensorielles du MK Ultra, plusieurs hackers s'intéressent à Polybius. Ils fouillent, recoupent, interrogent des employés de l'époque, et un détail fascinant ressort. Dans les archives du Portland State Hospital, une mention apparaît 5 fois sur la même semaine de 1981. Appareil lumineux expérimental, exposition accidentelle. C'est un sacré accident quand même. Rien d'autre, aucun nom, aucun dossier complet, mais surtout un rapport interne de la firme Sinnes Lotion. Je l'ai dit avec un accent anglais, mais c'est totalement allemand, et ça signifie suppression d'essence. Ce rapport réapparaît dans une fuite. Un ancien technicien jure que c'est le nom d'un sous-traitant ayant collaboré avec un organisme fédéral. Dans ce rapport, on lit « Test de réaction visuelle extrême, stimulation parasensorielle, retours comportementaux ». Et sur la ligne finale, projet terminé, risque trop élevé. Sympa. Pendant 30 ans, plus personne ne retrouve la moindre trace du jeu. Pas de ROM, pas de copie, pas de photos fiables. Jusqu'à 2013. Effectivement, un homme de 54 ans poste anonymement une image sur un forum, voilà quoi, un peu obscur, montrant une boîte noire sans logo. Ouais, un petit lien je pense. Et sur l'écran, une interface ressemblant étrangement au témoignage de 1981. Forme géométrique, éclat lumineux, éclat de lumière, polygones qui tournent comme s'ils étaient vivants. Le post est effacé en 12 minutes, le compte supprimé et le site craché. Voilà, donc plus aucune preuve, tout a été dissimulé, évidemment, encore une fois. Et la seule archive restante, c'est une image floue, récupérée avant la suppression. Jusqu'à aujourd'hui, aucun musée, aucune collection privée, aucun organisme gouvernemental n'a admis détenir la borne. Mais tous ceux qui connaissent l'histoire affirment la même chose, Polybius a bien existé, peut-être pas sous ce nom, peut-être pas avec ses couleurs, mais l'expérience sensorielle, la technologie lumineuse et les symptômes décrits, eux, sont bel et bien réels. Vous venez d'entendre les 2 premières histoires,
Il y en a une qui est étrange, l'autre semble impossible, et pourtant il reste la dernière, la plus réelle, la plus documentée, et souvent la moins connue. Moi personnellement, je crois que je préfère la deuxième. Ça c'est juste mon avis personnel. Donnez-moi le vôtre en commentaire, ça m'intéresse bien évidemment. On passe à la troisième et dernière histoire. Le film qui n'a jamais eu de fin. Je recontextualise. En 1974, un producteur indépendant américain, Richard Alcombe, décide de tourner un film d'horreur expérimental nommé Grey Hollow. Le scénario est simple. Un homme se perd dans une forêt brumeuse et chaque nuit, un bruit sourd, une sorte de battement métallique se rapproche de lui. Le film ne devait durer que 72 minutes. Un court-métrage, c'est environ moins de 90 minutes, ce qui fait à peu près 1h30, donc là on tourne dans les environs de 1h20. Le film a un budget minuscule, il a une équipe réduite, une caméra super 16 mm et 3 acteurs. 3. Sauf qu'il y a un tout petit détail. Le film n'est jamais sorti. Aucun studio ne l'a distribué. Aucune bonne annonce existe. Et pourtant, il a été projeté 3 fois en festival. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Hein. Même mon court-métrage, il n'est pas passé en festival. Et à chaque projection, il s'est passé quelque chose. Alors, il n'y a pas Patrick qui a fait tomber ses popcorns. Non. La première projection a lieu à New York, dans le festival Underground du Lower East Side. C'est une salle de à peu près 120 places, il est 20h30, ils installent la bobine et pour l'instant tout semble aller pour le mieux. Voilà, donc il y a un public curieux qui arrive, des amateurs de cinéma expérimental, hein, parce que c'est un peu l'idée, des étudiants, des artistes, et puis des gens qui sont tout simplement venus voir parce que c'est sympa. Le film commence, silence, une forêt grise, un homme seul. L'image tremble légèrement, normal, c'est du 16 mm. Tout se passe bien, jusqu'aux 57 minutes. À ce moment-là, le projecteur saute. La pellicule se bloque et un cri métallisé traverse la salle. C'est pas un son du film, un son qui résonne dans toute la salle, comme si un micro avait explosé. Le projectionniste part en courant chercher le technicien. Quand il revient, la bobine elle est intacte. Voilà, complètement intacte. Pas un coup de chaleur, pas une brûlure, rien. Mais le public, lui, il est figé. Certains tremblent, une femme pleure, un étudiant fait une crise d'angoisse. Vraiment, c'est la panique au festival. Le festival décide d'annuler la fin. On range la bobine, on oublie. Mais Alcombe insiste pour montrer son film ailleurs. Ah bah oui, il insiste, il a pas envie de lâcher l'affaire, c'est son truc, son bijou. Allez voir mon court-métrage. Donc il fait une deuxième projection à Austin, dans le Texas. Tout est censé se passer approximativement bien. La bobine est développée à nouveau. C'est une nouvelle version cette fois-ci de la bobine. Nouvelle salle, 90 places, nouveau public. Normalement, tout a changé et tout devrait bien se passer. Le film avance, même ambiance, même forêt grise, même homme seul. Et encore une fois, à 57 minutes, la même chose. Projecteur bloqué, son métallique. Mais cette fois, un phénomène supplémentaire apparaît. Certaines personnes affirment voir une silhouette derrière l'écran, comme une ombre trop grande pour être un technicien. Parce que Claude, je le connais le technicien, moi, il fait 1m60. Derrière l'écran, on aurait capté que c'était ce petit bonhomme. D'accord? Donc le grand merdeux qui est derrière l'écran, vous me le virez. Encore une fois, le festival arrête immédiatement. Alcombe furieux, voilà son film, voilà il veut pas se finir. En fait, son film ne veut pas se finir. Et il jure qu'il n'y a aucune scène ajoutée, aucune manipulation, qu'il y est pour rien en fait. On l'évite. On lui dit même que ces films sont dangereux pour les salles. Mais il persiste jusqu'à obtenir une troisième projection. Et c'est évidemment la plus étrange. La troisième projection, elle se passe à Vancouver. Et c'est là que tout dérape totalement. La salle est plus petite, les organisateurs sont sceptiques, mais Alcombe, lui, il a payé de sa poche, alors on va quand même faire passer son film. La projection commence, 1, 2, 5, 10, 20 minutes, tout est normal. En tout cas, tout paraît normal. Arrivé à 57 minutes, la bobine continue cette fois-ci. Pas de blocage, pas de projecteur arrêté, tout semble avancer parfaitement. Sauf que le son disparaît totalement. Voilà, oui, ça ne pouvait pas. Son film, ne passera jamais en fait. Mais donnez-moi la fin de ce film, merde. Je veux savoir, moi. Plus rien. Même pas un souffle, même pas le bruit du projecteur. C'est silence total, un silence tellement pur que certains spectateurs ils vont même jusqu'à affirmer plus tard d'avoir perdu la sensation de respirer. Puis l'image change, une scène apparaît, mais c'est pas une scène prévue dans le script, et c'est pas non plus une scène que Alcombe reconnaît. On voit un tunnel gris, des murs qui tremblent légèrement, et un point noir au fond, comme si la caméra s'avançait vers une bouche ouverte. Le public hurle, la lumière se rallume. Le projectionniste s'effondre, les oreilles en sang. Voilà, il y a même pas épargné. La bobine tourne toute seule, sans bande. Sauf que elle est encore là. La pellicule n'a absolument pas bougé. La salle est évidemment évacuée, la police arrive. Alcombe est interrogé, puis relâché. Le festival décide d'enterrer l'affaire. Littéralement enterrer l'affaire.
La bobine est stockée dans une caisse scellée dans un entrepôt à Vancouver, avec un numéro d'inventaire qui n'a jamais été répertorié. En 2016, un passionné de cinéma d'horreur tombe sur le lot de pellicules dans une vente aux enchères. Dedans, une bobine sans étiquette, juste un code écrit dessus. G7-74-2. Il la numérise, il la restaure et met en ligne 4 captures d'écran. La forêt grise, le visage du personnage principal, un battement métallique flou en surimpression et un tunnel gris avec un point noir. Le post reste 30 minutes, puis disparaît, le compte supprimé, le forum offline. Il reste aujourd'hui que 3 images réhébergées anonymement. La 4e, celle du tunnel, n'a jamais été retrouvée. Moi je voulais la voir, et ben je la verrai absolument jamais. Le passionné, jamais été recontacté non plus. Alors c'était quoi Grey Hollow ? Alors là, il y a eu plusieurs théories qui circulent. Certains pensent que Alcombe avait utilisé des fréquences graves expérimentales, proches de l'infrason, capables de provoquer anxiété, vertige, vision floue, sensation de présence derrière soi. C'est bon, il n'y a personne. D'autres croient que les scènes du tunnel n'ont pas été tournées par l'équipe. Alors ils pensent peut-être à une contamination des pellicules, ce qui pourrait expliquer la création des formes un peu aléatoires. Mais bon, c'est en général jamais aussi cohérent, surtout quand ça fait un peu l'unanimité d'un festival. Des légendes urbaines circulent également. Peut-être que tout ceci est finalement une construction collective, une histoire trop parfaite pour ne pas fasciner. Ou peut-être qu'il manque vraiment 13 minutes au film, la fin, la vraie. Celle que personne n'a jamais vue, sans conséquence. Voilà comment se termine cette histoire. Et voilà comment j'ai pu vous berner tout au long de cette vidéo avec une des 3 qui est complètement fausse. Avant de chercher sur internet, essayez de faire votre propre avis et dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi si ce format vous plaît, parce que ça aussi c'est un peu expérimental. Moi j'ai vraiment kiffé l'affaire, je trouvais ça trop amusant. Voilà, je trouve ça vraiment aussi hyper intéressant de voir plein de fun facts sur internet. D'ailleurs il y en a plein d'autres et ça me donne envie de faire plein d'autres vidéos. Mais bon, ça pourrait ne jamais s'arrêter. Et à un moment, faut que j'aille manger quoi. Je commence à manger, je finis à manger. C'est peut-être le résumé de ma vie. Enfin bref, je vais vous laisser sur ça. On se retrouve évidemment sur Twitch. J'attends vos retours avec impatience. Sur ce, je vais réviser parce que j'ai un bac blanc moi samedi. C'est pas l'heure d'arrêter l'école, d'accord ? Je vous fais des gros bisous. Gros bisous!